Merci. Et je vais commencer par remercier mon collègue, le député de Kitchener-Centre, de son discours fort bien réfléchi et qui anticipe ce que je voulais dire. On n'en a pas fait assez. Et le projet de loi C7 avait été adopté et on a adopté ce projet de loi à ce moment-là. Et est-ce qu'on avait vraiment étudié ce que cela signifierait que d'élargir la portée de l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent d'une maladie mentale, mais qui ne souffrent pas d'autres problèmes comme le cancer, par exemple. Donc, ça nous détourne un peu de la trajectoire. Et j'aimerais d'abord faire une mise en contexte pour expliquer ce qui s'est passé au Parlement du Canada et aussi à la Cour suprême du Canada relativement à l'aide médicale à mourir. On se tourne vers la Cour suprême du Canada pour obtenir une orientation. Mais je ne peux pas dire que cette orientation de la Cour suprême du Canada nous indique le pas à suivre relativement aux personnes qui ont une détresse psychologique et l'aide médicale à mourir. Bon, j'aimerais revenir sur un héros, voire un martyr dans la question de l'aide médicale à mourir. Je pense à Sue Rodriguez. Elle habitait à North Saanich, c'est-à-dire dans mon district électoral, et elle souffrait d'une maladie chronique, la SLA, et elle disait « À qui appartient ce corps? Qui est propriétaire de ma vie, si on peut dire. » Donc, elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique. Et elle est allée jusqu'à la Cour suprême pour obtenir une aide médicale à mourir. La Cour suprême du Canada, en 1993, a rejeté sa demande. Comme d'autres députés l'ont dit au cours de ce débat, Sven Robinson, un ami proche et un ancien collègue, était avec Sue Rodriguez lorsque elle s'est suicidée illégalement avec l'aide de son médecin. C'était probablement le premier cas d'aide médicale à mourir au Canada. Mais cette décision en 1993 a été renversée en 2015 dans l'affaire Carter. Dans l'affaire Carter, la Cour suprême du Canada a adopté une approche différente. À l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur la vie, la liberté et la sécurité de l'être humain, aurait été violée en refusant l'accès à l'aide médicale à mourir dans l'affaire Rodriguez. Et dans l'affaire Carter, on a indiqué qu'il revenait au Parlement du Canada de s'occuper de cette question. Donc, la Cour suprême du Canada a indiqué ceci. Pour ce qui est de l'adulte considéré comme apte et qui souffre d'une maladie intolérable, devrait y avoir droit. Et c'était donc la base du projet d'aide médicale à mourir. Et puis ensuite, nous avons eu le projet de loi C7 et moi, j'ai essayé de proposer des amendements. J'ai indiqué que lorsqu'une personne a une maladie incurable et en phase terminale, alors elle devrait y avoir droit. Et je sais que les amendements que j'ai proposés ont été rejetés à la Chambre et ensuite d'autres amendements ont été adoptés au Sénat et ils sont revenus ensuite ici. Mais le projet de loi C7 a ouvert la voie à un aspect totalement différent. C'est-à-dire que lorsque les gens sont soumis à des souffrances intolérables en raison de maladies chroniques et incurables, eh bien, et si il est question de maladie mentale, alors il devrait y avoir accès également. Mais là, on s'est engagé dans une voie. Et là, tout d'abord, je veux parler des problèmes médicaux. Alors, lorsque
le projet de loi C-14 a été adopté, les gens parlaient de soins palliatifs. Les gens choisissent l'aide médicale à mourir, mais s'ils avaient accès à des soins palliatifs, alors ils n'auraient pas recours à l'aide médicale à mourir. Mais dans les banquettes libérales, on nous avait promis une hausse du financement des soins palliatifs, mais cette promesse n'a pas été réalisée. C'est là une très grande préoccupation chez moi. Et il y a ensuite le projet de loi C-7 qui s'accompagnait d'une promesse de davantage de financement pour les services de santé mentale. Promesse non tenue, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les Canadiens puissent exercer pleinement leurs droits en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit la vie, la liberté et la sécurité d'une personne? Du moins, il faudrait que le réseau de santé fonctionne bien. Bon, je suis heureuse de voir que les premiers ministres provinciaux ont accepté l'offre fédérale et j'espère que le gouvernement va défendre notre réseau public bec et ongle et qu'il y aura des conditions qui s'attacheront à ce financement aux provinces. Mais notre réseau de santé est en péril. J'ai parlé à une femme absolument admirable. Je ne veux pas la nommer parce que c'était une conversation privée. C'est une CRI qui a perdu récemment une amie proche. Et elle a perdu son amie parce qu'elle n'a pas eu accès à des traitements pour son cancer à temps. Elle est morte et a laissé dans le deuil 3 enfants. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Et il y a beaucoup de conditions racistes et troublante. Nous savons que le système va à l'encontre des besoins des Autochtones et nous le savons. Nous le savons. Et pour ce qui est des services en santé mentale, on le sait encore plus. Le taux de suicide chez les jeunes au pays est fort préoccupant. Et nous savons que les problèmes de santé mentale ont empiré chez les jeunes durant la pandémie en raison de l'isolement et de toutes sortes de facteurs. Ils sont des victimes dans les médias sociaux. Et nous savons que dans les écoles, les universités ou les programmes de 3e cycle ne répondent pas aux besoins des étudiants qui ont besoin des services de santé mentale. Ils en ont besoin pour éviter les problèmes de toxicomanie et pour se sortir de la dépendance. Nos jeunes ont besoin d'aide et nous ne les en donnons pas. Le fait d'accroître l'aide médicale à mourir ne règle pas le problème. Nous n'offrons pas les services de santé mentale nécessaires au cours des ans. Voilà. Donc, si nous voulions vraiment garantir les droits en vertu de l'article 7 de la Charte, nous offririons un revenu de base minimum pour faire en sorte que personne au Canada ne soit dans la pauvreté. La pauvreté, c'est l'indicateur principal de la mauvaise santé, une mauvaise santé physique et une mauvaise santé mentale. Si on s'attaque à la pauvreté par un revenu minimum garanti, nous pourrions régler des problèmes. Pour maintenant les soins de fin de vie, il faut miser sur des soins palliatifs. On peut avoir une belle mort. On n'aime pas parler de mort dans notre société, mais on peut avoir une belle mort. Nous aimerions tous rester jeunes et sexy, mais c'est bien de vieillir dans la santé jusqu'au moment où on rencontre notre Créateur ou on devient du compost. Peu importe ce à quoi l'on croit, on peut avoir une belle mort. Et l'aide médicale à mourir offre aux gens la possibilité d'avoir une belle mort entourée de leurs proches dans un environnement empreint d'amour. Je suis fier de ce que nous avons fait avec C-14 et en partie avec C-7. Mais j'en reviens aux mesures de soutien en santé mentale. Je suis d'accord avec mon collègue de Timmins Bay James, il faut s'attaquer aux causes de la pauvreté, aux problèmes de santé mentale, mais je pense qu'il nous faut aussi, dans la prochaine année, se pencher sérieusement sur les thérapies non traditionnelles pour ceux et celles qui semblent être aux prises avec une dépression irrémédiable. Est-ce que les psychédéliques vont changer la donne? Bon, ce n'est pas moi qui va les prescrire. On ne devrait pas obtenir de conseils de santé de la part des politiciens, mais la psychocilline, d'autres substances pourraient peut-être atténuer certaines souffrances. Il y a des études à l'heure actuelle qui démontrent que l'on peut régler
la dépression avec ces substances. Et je ne voudrais certainement pas que l'on mette de côté des solutions potentielles au profit de l'aide médicale à mourir. Je ne veux pas non plus que l'on abandonne des personnes qui souffrent pendant des années. Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont des questions de vie ou de mort. Ce sont des questions sacrées et qui vont au cœur de notre travail comme parlementaire. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Un court commentaire avant de poser ma question. Jusqu'à présent, plusieurs députés ont fait référence à la santé mentale, également aux soins palliatifs. Ce que Ottawa peut faire en matière de santé mentale, de soins palliatifs, c'est d'offrir les ressources financières par la loi canadienne sur la santé aux provinces et de mettre la priorité sur ces enjeux. Et c'est ce qu'a fait notre gouvernement au cours des 5 dernières années. Je pense qu'il faut plus de coopération avec les provinces, avec les communautés autochtones. Et il faut continuellement parler de santé mentale et faire en sorte que les ressources soient bien allouées. Ma question à ma collègue est la suivante. Le comité spécial s'est penché sur le projet de loi. Y a-t-il quoi que ce soit que la chef du Parti vert aimerait retirer du projet de loi ou aimerait y ajouter? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie l'honorable secrétaire parlementaire. D'abord, pour revenir à son commentaire, absolument, je pense que le gouvernement fédéral doit défendre le système public universel et la loi canadienne sur la santé. Je pense que ce système est mis à risque à l'heure actuelle et il y a un travail très réglé qui vise à miner le système public au Canada. Il faut y résister. J'aimerais cependant ouvrir une porte. Avant de remettre la question à un groupe d'experts, penchons-nous sur l'arrêt de la Cour suprême qui nous demande si la santé mentale porte sur la décision de la Cour suprême dans Carter. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue a parlé de certaines promesses qui ont été rompues en matière de soins palliatifs. Comme vous le savez, Monsieur le Président, j'ai, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, cherché à poser des questions sur la santé mentale au gouvernement. Et la semaine dernière, j'ai demandé à la ministre de la Santé mentale une question. Et elle a dit qu'avec les accords bilatéraux, elle travaille avec les provinces et les territoires à faire en sorte que la santé mentale et le traitement des dépendants soient partie prenante des soins de santé au Canada. Cependant, lorsqu'on regarde le bilan, le gouvernement n'a que légèrement augmenté le transfert sur la santé mentale. Même l'accord qui a été signé aujourd'hui ne garantit pas une augmentation du financement. Et j'aimerais demander à ma collègue, croit-elle qu'il faut que dans la loi ce soit enchâssé qu'il y ait parité entre la santé physique et mentale pour que l'on puisse réellement débattre sérieusement en cette Chambre d'élargir l'aide médicale à mourir à ceux et celles qui ont comme seule condition médicale un trouble de santé mentale. Merci. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. En fait, l'une de mes recommandations en matière qui nous vient des médecins, je ne sais pas si mon collègue le sait, la docteure Melissa Lam fait des prescriptions de visiter des parcs nationaux pour contrer la dépression. Mais pour revenir à cette question, oui, je pense qu'il faut une parité entre la santé mentale et la santé physique. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami de Saanich Gulf Islands. J'ai bien apprécié son témoignage de Sue Rodriguez et des premiers combats juridiques sur l'aide médicale à mourir. Le comité d'experts qui a été formé par le gouvernement a publié son rapport pendant l'été
et a souligné plusieurs lacunes au sein du système. En tant que gouvernement, nous avons entendu de la part des partis qu'il fallait une prolongation. Mais que pense ma collègue de l'aide médicale à mourir dans le contexte des soins palliatifs au Canada? En très peu de temps, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Bon, très brièvement, Monsieur le Président, oui, il y a un comité d'experts qui se penche sur les conditions de santé mentale dans le cadre de l'aide médicale à mourir, mais on doit s'assurer que ce que l'on propose demeure constitutionnel.